Enfin la capacité de Yuji alors qu'on est au chapitre 222 de Jujutsu Kaisen. Changer de corps. Vraiment juste ça, et je ne pense pas réellement, mais quoi qu'il en soit, le combat tant attendu, Gojo vs Sukuna est là, et chacun s'est préparé pour l'affrontement final. On en parle. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 222 de Jujutsu Kaisen Omen, ou en titre français Présage. Et donc ce chapitre est un chapitre de transition avant le grand combat de Gojo Satoru face à Ryumen Sukuna. Le grand combat que tout le monde attend depuis bien longtemps, avec la préparation de tous les personnages. Au passage, vu la longueur de la vidéo, n'hésitez pas à utiliser les timecodes que j'ai mis pour naviguer entre les sujets. Et déjà, je suis obligé d'en parler parce que même si j'apprécie énormément le manga Jujutsu Kaisen, j'apprécie tout ce dont je parle, sinon j'en parlerai pas, mais Jujutsu Kaisen ça a vraiment cette place particulière, et ceux qui m'ont parlé en privé le savent particulièrement, parce que voilà, je suis attaché au thème de Jujutsu Kaisen, tout ce qui traîne autour de la mort, et même de l'acceptation de celle-ci, je trouve ça assez intéressant. Le style graphique et la mise en scène, bah ça me touche. Gege Akutami il réussit à faire des choses qui m'intéressent, mais malheureusement, ce qu'il faut dire, c'est que pour toi, l'arc de Shibuya, je l'ai trouvé juste incroyable, et je parle de celui-là parce que après on a eu une descente au niveau de la qualité, et surtout à cause du rythme. Mais je peux pas faire semblant et défendre le manga tout le temps. Ça fait plusieurs semaines que je dis non, on aura une pause après que Gojo soit revenu pour justement avoir cet arrêt sur tous les personnages, un petit peu plus d'interaction, laisser vivre un petit peu ces personnages, mais pas du tout. On n'a pas eu ça, et malheureusement il y a eu tellement d'événements juste avant, avec la traque mortelle, le combat de Yuki qui s'est terminé rapidement, ouais, Yorozu qui est apparu dans la sœur de Megumi pour une intrigue qui aura duré 4 chapitres, un combat même osef en fait dans toute l'histoire de Jujutsu Kaisen, même si ça aura peut-être une répercussion plus tard avec l'objet qu'elle a laissé à Sukuna, mais voilà, je dis tout le temps peut-être, mais pour l'instant, ce qu'il faut dire c'est que le rythme, non, c'est juste pas bon. Même Miwa, en vrai, là on la revoit lors de ce chapitre, ok, c'est sympa, ouais, c'est marrant et compagnie, elle est là, elle est fan de Gojo, mais au final, la dernière fois qu'on l'a vue, elle était dans une colonie en marchant en mode ouais, elle va tuer quelqu'un, et elle aura rien fait du tout. Le développement de Noritoshi Kamo aussi, il y a 2 randoms qui se sont ramenés pour jouer au sumo, ouais, c'était marrant, mais au final, ça fait que, vu que tout passe vite, j'ai plus l'impression parfois de lire un résumé, ou même que certains événements sont juste des étapes, plutôt qu'une réelle histoire, et que les personnages ont réellement une vie. Non, et ça, je trouve ça triste en fait, et j'espère qu'on aura au moins un épilogue qui prendra le temps de respirer un petit peu plus les personnages, parce que là on arrive déjà au combat final, enfin le combat Gojo Sukuna, peut-être pas le combat final, on va en parler, mais purée, c'est le rythme, je peux pas le défendre. Et c'est triste, je vais pas te mentir, parfois même je me cachais derrière le fait que possiblement il y aurait une suite à Jujutsu Kaisen qui se passerait plus tard, et des questions non résolues qui seraient résolues à ce moment-là. Sauf qu'en réalité, une série, elle doit se suffire à elle-même. Et donc là, s'il y a vraiment trop d'événements qui passent beaucoup trop vite, bah non, ça marche pas. Malheureusement, même s'il y a une suite à Jujutsu, là, il y a trop de choses à expliquer. Mais j'y crois encore à la suite, hein, t'inquiète. Après, voilà, il y a des choses que j'apprécie énormément dans Jujutsu Kaisen, et c'est pas juste un élément qui va me faire détester le manga, mais je reconnais que le rythme, en ce moment, c'est pas trop ça, et donc parlons directement de ce chapitre. On va s'arrêter sur chacun des personnages qui a chacun quelque chose à raconter avant ce combat, des présages justement sur la suite, et directement Sukuna, puisqu'on le retrouve avec Uraume, son sbire, qui est en train de s'excuser de ne pas avoir retrouvé le dernier doigt. Donc là, Sukuna en a ingéré 19 avec ce que Uraume lui donne, mais le dernier, d'après lui, enfin d'après Sukuna, devrait être en la possession de Gojo Satoru. Et ça, c'est juste génial, parce que
déjà, Sukuna, juste le fait qu'il essaye de se mettre à la place de Gojo et ils se disent ouais, tout connaissant Gojo, vu qu'il aime bien ses élèves, alors il les laisserait pas mourir. Déjà c'est fou, hein. Le roi des fléaux, il se met à ta place, c'est pour te dire à quel point le personnage de Gojo est important et que peut-être l'arc de Yorozu était important pour ça, pour montrer que Sukuna a besoin d'une personne et recherche une personne qui le comprendrait, même juste vis-à-vis de sa puissance, et cette personne, c'est peut-être tout simplement Gojo, parce que je vois mal Sukuna s'intéresser à un autre personnage que Gojo Satoru, tu vois, essayer de se mettre à la place d'un autre personnage que lui, ça c'est vraiment exceptionnel dans un sens, et en plus, ça nous montre l'altruisme de Gojo, mais je vais y revenir à la fin de ce chapitre, parce que oui, il y a quelque chose à dire avec Toji, où Raoumé souffre encore des blessures qu'a infligé Gojo. C'est pour te dire que vraiment, il est à un autre level. La menace qu'était Uraoumé, ce n'est rien face à lui, mais heureusement pour Sukuna, en fait, il a sa momie, son corps, et il va commencer à se bouffer lui-même pour obtenir sa réelle puissance. Donc je ne sais pas s'il est considéré à 19 doigts et demi, ou s'il est considéré à 20 doigts, mais purée, c'est dégueulasse. Bizarre, dégueulasse. Ça aussi, on va en reparler quand on va parler de Yuji, parce qu'il y a aussi un parallèle à faire de son côté, mais ça, c'est assez important à noter parce qu'il dira que c'est assez ironique que c'est Kenjaku qui lui a offert cette momie et pas Kenjaku, surtout Tengen. Et pourquoi ça? On pourrait juste se dire tout simplement que c'est peut-être Tengen qui l'a abattu la première fois par le passé et qui l'aurait transformé en momie. Là, on va passer directement sur Kenjaku qui se retrouve devant une console de jeux vidéo. Je crois que c'est une Super Nintendo, d'après mes souvenirs, mais je suis plus sûr. Concrètement, c'est assez drôle de le voir devant un jeu vidéo, surtout que maintenant, on connaît son objectif, ses ambitions, et c'est pour ça que j'apprécie énormément le personnage de Kenjaku. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas trop, parce qu'il n'a pas réellement d'objectif, comme Aizen, qui voulait renverser même l'équilibre du monde avec le roi des esprits dans Bleach, et même toute la Soul Society, tout changer. Mais là, Kenjaku, il est là juste pour le fun. Et ça, je trouve ça intéressant dans le sens où, en vrai, ça fait des milliers d'années qu'il vit, et tout ce qui l'intéresse, comme un savant fou, c'est juste d'expérimenter. C'est pas une fin précise, c'est juste de voir quelque chose de différent. Voir les limites de l'humain, de l'exorciste, du fléau, juste exploser. Voir ce qu'il y a après, que ce soit bon ou mauvais. Et ça, en fait, cette curiosité, je trouve que ça rend le personnage intéressant, même si voilà, il n'a pas une motivation d'arc ou une belle motivation comme Madara pour mettre la paix dans le monde entier. Et donc, vu que c'est plus ou moins un personnage léger, tu vois, qui est là pour jouer globalement, alors je trouve que c'est assez intéressant de à chaque fois l'avoir mis dans des scènes assez légères où il était en train de jouer au Monopoly, je crois, avec Shozo et Maito à l'époque, et maintenant on le voit face à une console de jeu, une Super Nintendo. D'ailleurs, il y a le nouveau Zelda qui est sorti, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et là où son discours il est d'autant plus important, c'est que je trouve qu'il porte tous les thèmes du manga. Étant donné qu'il va parler de la traque mortelle, il va demander à Kogane combien de personnes ne se sont pas déclarées, n'ont pas investi le jeu et sont donc mortes. Et ça s'élève à 61 personnes. Non pas que ce soit intéressant en soi, mais c'est intéressant par rapport au discours qu'il va sortir. Parce qu'il va nous dire qu'il a un mépris de ces personnes qui, même lorsqu'elles sont poussées dans leur retranchement, quand elles n'ont plus le choix, n'ont pas décidé de faire un pas, d'avancer vers leurs idéaux, d'essayer de faire quelque chose. Non, ils ont juste subi leur mort, et pour lui, même s'il n'y a pas d'espoir dans le présent ou dans le futur, alors justement on peut choisir de la manière dont on va mourir. Et ça, c'est peut-être un des grands thèmes de Jujutsu Kaisen, puisque, ou le plus grand thème même de Jujutsu Kaisen, étant donné que la série, elle commençait avec le grand-père de Yuji qui mourait et qui demandait et proposait à Yuji de ne pas mourir seul. Il lui disait que c'était quelque chose d'affreux, et donc c'est tout ce qu'il espérait pour lui. Et c'est peut-être ça l'histoire de Jujutsu Kaisen. Certes, on a beaucoup de morts, mais ça sert ce propos, et c'est ça que je trouve fort, c'est que ok, la mort va arriver, la mort peut être douloureuse, comme pour Rika et Yuta, ou même Yuji qui dès le début de la série normalement devait être exécuté, mais voilà, avancer vers ses idéaux. Peut-être faut-il tenter de faire quelque chose, et de toute manière, même accepter les événements, ne pas maudire les morts, vu que ça crée des esprits vengeurs et compagnie. Ça c'est Jujutsu Kaisen, mais surtout en fait c'est une leçon de vie en général, entre guillemets. Voilà,
accepter la vie comme la mort. Et c'est ça, en fait, l'acceptation, c'est peut-être quelque chose de grand dans Jujutsu Kaisen, quelque chose qui rend même plus fort. Lorsque Gojo ou Maki se sont éveillés, c'est juste qu'ils se sont acceptés pleinement et même ont accepté tous les événements et tout ce qui les entourait. Et c'est pour ça que Maki, même qu'on lui a annoncé la mort de certains personnages, ok, elle s'est pas mise à fondre en larmes parce que elle accepte ce qu'il arrive dans cet univers. Et je trouve ça beau dans un sens. Vraiment, la philosophie de Jujutsu Kaisen, je m'y reconnais et c'est pour ça que j'apprécie le manga. Après, ça se trouve que j'ai compris totalement de travers. Dans tous les cas, là, il s'adresse à Tengen parce qu'il lui reproche justement son inaction. S'il y a bien une chose qu'il ne supporte pas, c'est les gens qui laissent les choses passer. Donc, voilà. Bref, parlons du sujet maintenant de Gojo Satoru qui va se réveiller avec sa camarade Shoko et Ishiji, donc celui qui est en charge de mettre les barrières, l'assistant dont Gojo s'était occupé, c'est lui qui lui avait dit de ne pas être un exorciste et juste d'être un assistant, et encore une fois, il s'occupe de lui, ça se voit qu'il tient à lui, et ça c'est juste génial, parce que ça se fait, voilà, discrètement, hein. Ils vont pas non plus se dire qu'ils s'aiment et tout, non, il va dire, moi je suis en vie, alors que Nanami, lui, est mort, je pense qu'il aurait été plus utile, blablabla, sauf que Gojo, il lui dit, non, il faut pas penser ça, j'ai une mission pour toi, ouais, il lui donne une mission, comme si il était réellement utile à Gojo, et ça, c'est une sorte de déclaration d'amour, mais un petit peu cachée, tu vois, en mode non, tu sers pas à rien, je vais te dire de nettoyer par terre. Et là où quand même il y a quelque chose de gros à noter, c'est qu'ils vont dire que non, ils ne sont pas deux, mais maintenant ils sont trois. Alors que Gojo et Shoko sont là, ok, mais qui est cette troisième personne? Vu que Nanami est mort, alors on doit sûrement parler de Kenjaku pour moi, ou plus ou moins de Geto, vu que Gojo, il parlait à Kenjaku comme si en fait c'était Geto, il avait même réussi à le réveiller assez momentanément lors de Shibuya, donc sait-on jamais, peut-être que dans cet arc, et je pense que ce sera aussi une des clés pour le vaincre, Geto pourra momentanément ou plus longtemps récupérer son corps. On parle quand même du plus fort aux côtés de Gojo dans sa jeunesse, donc ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien à ce niveau-là. Vraiment, je pense que il va se passer un truc autour du corps de Geto. Sait-on jamais, Shoko, elle fait partie du trio et elle est spécialisée dans le soin, donc peut-être qu'elle aurait un moyen de le ramener à la vie, ça la rendrait intéressante, même si je pense pas en réalité, vraiment pas, mais c'est juste que c'est mon délire de rêver de voir un combat des plus forts ensemble. Et là, on va avoir l'arrivée de Ino, celui qui travaillait avec Nanami et qui a justement quelque chose à dire à Gojo, et là, c'est assez mystérieux, on va pas se mentir, c'est même très mystérieux puisque le personnage d'Ino, j'ai fait mes recherches, dans le volume 4 on apprend qu'il a été pistonné, donc c'est pas n'importe qui, peut-être qu'il provient lui aussi d'un clan plus ou moins connu et qu'il a peut-être une capacité plus puissante qu'à ce qu'il n'y paraît. Et qu'est-ce qu'il veut dire à Gojo? Ça je ne sais pas, peut-être un dernier message de Nanami. La seule chose à laquelle je pense c'est son arme, elle pourrait être transmise à Yuji parce qu'il a tenté plusieurs fois de se battre avec des armes, sauf que pourquoi en parler à Gojo? C'est que c'est vraiment lui le concerné, et quoi qu'il en soit, j'espère que cette mystérieuse discussion, elle aura une grosse incidence sur la suite, et peut-être une arme secrète pour Gojo. Parce que si Sukuna a reçu quelque chose de Yorozu, bah il faut un truc pour Gojo aussi. Du côté de Yuta, c'est assez bref, on le retrouve avec Inumaki dans une genre de salle toute noire, on sait pas réellement ce qu'ils sont en train de faire, et Inumaki, franchement, c'est un bon gars, le mec, il veut pas qu'on dise à Yuji qu'il a perdu son bras à cause de lui, même si c'était en réalité à cause de Sukuna, et il semble faire un genre de pacte bizarre. Enfin, Yuta le remercie peut-être d'avoir emprunté sa technique, et donc peut-être que justement lorsqu'il emprunte une technique, ou plutôt qu'il la copie, alors la personne ne doit pas utiliser sa propre technique, et c'est pour ça qu'il aurait utilisé la technique de la meuf, j'ai oublié son nom là, qui déformait le ciel quand elle était dans les pommes et pas quand elle était éveillée. Et c'est vrai que même il a utilisé la technique de Druve qui était mort, donc la technique avec des chauves-souris, ou même plus gros, c'est que Inumaki fait partie normalement quand même d'un clan assez connu. Donc, sait-on jamais, peut-être lui a-t-il emprunté une capacité ultime. Ça, on le verra bien dans cette bataille finale, même si j'espère quand même que Yuta va copier une technique de Gojo, même si c'est juste pour le style, tu vois, parce qu'il n'a pas le sixième œil, c'est pas utile de son côté, parce que ça utilise beaucoup trop d'énergie, les capacités de Gojo, mais juste pour le kiff, tu vois, le voir lancer un violet,
ça marcherait. Ça ferait énormément plaisir. Et donc, passons du côté de Mei Mei et surtout de Yuji, puisque Mei Mei va organiser le combat, plus ou moins, vu qu'il y a toujours eu des combats qui se faisaient de manière illégale, mais après l'incident de Shibuya, alors tout est devenu un petit peu légal, et c'est dommage, encore une fois, de ne pas avoir eu un rythme plus posé, où on aurait pu voir des chapitres de transition, voir comment le monde évoluait après l'incident de Shibuya, avec des fléaux qui sont sortis de partout, les Américains qui ont appris pour les fléaux, donc peut-être même le gouvernement japonais qui aurait pu réagir à tout ça, et voir la vie tout simplement d'un lambda. Mais bon, ça, on ne l'a pas vu. Dans tous les cas, elle vend des tickets pour le combat qui sera retransmis et ça marche. Elle se fait un max de thunes. Elle perd pas le nord et ça fait plaisir à voir. Et surtout, ça nous fait qu'imaginer donc le combat qui aura lieu dans un grand stade en mode Hunter x Hunter. Pour ceux qui ont lu le manga, le combat d'Hisoka qui était dans la tour céleste, oui, ce combat-là était juste incroyable. Sauf que je ne pense pas que ça va se dérouler de la même manière et je pense pas qu'il y aura un public. Parce qu'un public serait un désavantage du côté de Gojo, parce que je vous rappelle que s'il n'a pas lâché de violet alors qu'il était dans le métro à Shibuya, c'était car les fléaux savaient que la faiblesse de Gojo aussi, c'était qu'il veut pas tuer plein de personnes et donc là, s'il veut être au maximum de ses capacités, il ne doit pas y avoir de personnes autour. Donc ouais, j'imagine bien un stade, mais un stade complètement vide. Surtout que du côté de Sukuna, là, il veut prouver et montrer sa puissance. Donc je ne pense pas qu'il trouverait des astuces pour réduire la puissance de Gojo. Ce serait vraiment dommage. Bref, il est temps de parler de la capacité de Yuji. Et juste avant ça, je t'invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur ce chapitre, même sur le rythme et sur les différents événements et les capacités qui sont sortis. En fait, il y a eu énormément de choses. Mais voilà, t'abonner si tu n'es pas encore abonné, parce que là, vraiment, on arrive sur la fin de Jujutsu Kaisen, et après Jujutsu Kaisen, viendra le temps des analyses. Oui, t'inquiète pas, oui, bien sûr. Parce que je ne le répéterai jamais assez, mais c'est quand on a le début et la fin d'une histoire, ou même d'un personnage, qu'on peut parfaitement comprendre les intentions d'un auteur. Et donc, la capacité de Yuji, on le retrouve aux côtés de Kusakabe, il est en train de s'entraîner dans un genre de dojo, et là où ça va être réellement marquant, c'est qu'on va voir Yuji comme s'il n'était pas lui, et parler directement à Kusakabe comme s'il était Yuji. Donc, échange de corps, probablement. Et ça, c'est assez gros. Bien sûr, déjà, directement, on pourrait penser que c'est lié à ce qui s'est passé avec Todo et Shozo, qui ont tous les deux eu des souvenirs avec Yuji. Et que Gege Akutami a menti quand il a dit que non, ça, c'était juste parce que c'était des tarés. En fait, c'est réellement dû, techniquement, au fait que ce soit des malades mentaux. Tout ça simplement parce que lorsqu'Iguruma a combattu Yuji, on nous a affirmé que Yuji n'avait pas de technique occulte. Ça y est, ça, c'était clair. Et donc c'est vrai que c'est assez étrange de voir que comme par hasard, Yuji a développé une technique pile à ce moment-là, pendant ce petit temps avant le combat de Gojo, après 222 chapitres sans aucun signe d'elle. Après, c'est pas du tout une technique incohérente, parce que même si sa mère avait une technique d'antigravité, Kaori, alors c'était Kenjaku qui était dans son corps, et une de ses capacités, c'est en tout cas de pouvoir changer de corps. Donc là, si son fils, parce que Yuji est le fils de Kenjaku, c'est toujours aussi bizarre de le dire, a une capacité pour changer de corps, ça semble pas si fou que ça. Peut-être que tout ça est dû à un déclic de Yuji qui aurait pris conscience de cette capacité en lisant le livre de Yuki. Je vous rappelle qu'elle a écrit un livre sur les âmes et c'est Yuji qui l'a récupéré. De toute façon, il affrontait Mahito assez souvent, qui avait pour capacité de changer la forme de l'âme. Donc je pense que ce pouvoir, il peut aller bien plus loin qu'un simple changement de corps, sait-on jamais. Peut-être qu'il pourra aussi modifier la forme de son corps. Et surtout, la grande question, c'est si il change de corps, est-ce qu'il peut utiliser les capacités liées à l'autre corps, ce qui semblerait logique vu que Sukuna le fait, et surtout, est-ce qu'il peut les emmagasiner dans son cerveau et ensuite avoir plusieurs capacités. Tout ça juste de base grâce à un simple changement de corps. Et là, bien entendu, l'élément qui pourrait justifier que Yuji ait acquis cette capacité à ce moment précis, c'est la théorie que je vous avais déjà évoquée. Oui, bien sûr, parce que lorsque Yuji a affronté Sukuna, il l'a dit, il serait prêt à manger n'importe quoi, en parlant de la haine de manière métaphorique, de la tristesse. Et suite à ça, juste une dizaine de chapitres plus tard, lorsqu'il a vu Shozo, Shozo lui a parlé comme si ses frères venaient de mourir. Il lui disait « Je suis content maintenant qu'ils reposent en paix. Ils vivent à travers toi. » Et c'est pour ça que ma théorie, c'était
que Yuji avait mangé ses frères pour acquérir des capacités et même devenir plus fort. Il était prêt à faire n'importe quoi pour battre Sukuna. Et là, maintenant, je me dis que c'est encore plus possible. Parce que ça renforcerait le parallèle qu'il y a entre Yuji et Sukuna. Un Sukuna qui a changé de corps, un Yuji qui pourrait possiblement faire la même chose, et surtout un Sukuna qui a plusieurs capacités, et un Yuji qui, peut-être, lors de ce chapitre, on nous montre cette capacité de changer de corps, et ça laisse un peu circonspect, mais surtout pourrait avoir d'autres capacités liées aux autres embryons maudits qu'il a avalés. Et donc voilà pour mes deux théories, soit le changement de corps, ou plutôt l'échange d'âme, alors ça pourrait aller plus loin avec une modification de l'âme, surtout qu'il a lu le livre de Yuki, et voilà Mahito, ou il pourrait avoir d'autres capacités en plus de ça en ayant mangé ses frères. Et je rajoute ça pour donner mon avis sur cette théorie anglaise qui est en train de monter un petit peu partout sur internet, qui était en fait par le passé que Yuji obtiendrait le sixième œil, peut-être en mangeant la prison de Gojo, mais là maintenant qu'il peut changer de corps, alors bien sûr ce serait une possibilité. Mais pourquoi moi je considère que ça ne sert à rien dans l'état actuel des choses, c'est que arrêtons-nous 2 secondes, même si Gojo perd et que Yuji prend la technique de Gojo, à quoi ça servirait? Il ne connaît pas et n'a pas utilisé depuis aussi longtemps la technique de Gojo. Ce serait juste un Gojo en moins bien. En vrai, je vois pas forcément l'intérêt. Sauf si, bien sûr, il accumule plusieurs capacités, encore une fois. C'est pour ça que, personnellement, cette idée, elle me laisse assez dubitatif. Mais bon, je l'ai mis en miniature parce que ça va faire des clics. Corrompu comme c'est pas possible. J'espère qu'on aura plus d'explications parce que c'est peut-être un petit peu trop facile. Là, ils essayent de déloger Megumi et, comme par hasard, Yuji se retrouve avec cette capacité où il peut échanger de corps et il suffirait qu'il y ait Yuji face à Megumi, qu'il rentre à l'intérieur de son corps et que, donc, Sukuna soit à l'intérieur du sien, qu'il passe dans le corps de Roger, puis que Roger échange son âme avec celle de Sukuna. Roger, c'est un random. Quelle humiliation! Et donc, Sukuna se retrouverait à l'intérieur du corps de Roger. Enfin, ça ferait une petite énigme bizarroïde, mais voilà, il y aurait un moyen de récupérer le corps de Megumi. Et bon, je pense qu'il y a une dernière possibilité qu'il ne faut pas exclure, puisqu'on nous dit pas textuellement que c'est la technique de Yuji, donc sait-on jamais. Ça se trouve que c'est celle de Kusakabe et que toute la commu devient folle juste sur cette phrase. Surtout qu'il se bat à l'épée, mais vu qu'on connaît pas beaucoup de détails sur lui, alors sait-on jamais, hein. Vraiment, il faut s'attendre à tout. À ce que ce soit juste Gege Akutami qui serait en train de nous troller. Mais bref, voilà tout. Continuerons de surveiller Yuji et on arrive donc directement avec l'ellipse. Encore une fois, c'est dommage de ne pas avoir eu plus d'interactions avec un Gojo qui n'a même pas parlé de la mort du principal Yaga. On n'a même pas eu les réactions par rapport aux autres personnages. On n'a même pas reparlé de Nobara. Ça fait quand même beaucoup, mais c'est pas grave. 24 décembre à Shinjuku, où se retrouve Kenjaku et donc Sukuna. Un Kenjaku qui suivait Sukuna tel un petit chien parce qu'il avait peur de se faire tuer par Gojo et donc il fallait qu'il y ait Sukuna pour le protéger. Il dit que maintenant, il aura les mains libres. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque Gojo va affronter Sukuna, dans le cas où Gojo perd, c'est sûr qu'ils auront prévu un autre plan. Et l'autre plan devra reposer sur les meilleurs élèves. Et là, t'as l'image de Yuta, de Maki et d'Akari, les forces principales. Ok, ça c'est déjà la hype pour ces personnages-là, même si ça fait peur, parce que ça voudrait dire possiblement que Gojo pourrait perdre, et ça c'est un tout autre débat. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous pensez que c'est qui va gagner? Mais voilà, les plus forts lycéens resteront aux côtés de Gojo, parce que s'ils veulent d'avoir une chance de battre Sukuna, c'est lorsqu'il sera fatigué après son combat face au plus fort. Ou en fait, justement, c'est le combat pour savoir qui est le plus fort. Bah ouais, logique. Donc ça laisse les mains libres à Kenjaku pour aller affronter qui il veut. Il veut se débarrasser des dernières personnes qui participent à la traque mortelle. Donc sûrement qu'on aura un combat face à Yuji ou autre. Vraiment, là, ça va partir dans tous les sens. Et le chapitre a beau aller vite, ça fait plaisir de voir que la tension retombe un petit peu, le rythme se calme un petit peu pour le départ de Gojo dans son grand combat avec les élèves qui se demandent ouais, on lui dit quoi? On lui dit bonne chance, meurs pas, puisque c'est Gojo en fait. C'est Gojo, qu'est-ce que tu veux dire à Gojo? Est-ce qu'il a besoin de chance? A-t-il besoin de chance pour affronter quelqu'un? Est-ce que le plus fort a besoin de chance? Non, mais vraiment, c'est limite comme si tu l'insultais. Logique.
Et bien sûr, qu'est-ce qu'il va puer la classe lorsqu'il va descendre l'escalier en compagnie du proviseur de Kyoto et de Utaime dans cette tenue qui fait penser à une tenue véritablement de chef de clan avec l'écharpe, le grand manteau blanc qui fait penser à la tenue même de Sukuna quand il est à l'intérieur du corps de Yuji. Et ce regard à la Toji, on va en parler juste après, mais la pression est incroyable. Franchement, tu la ressens. Ah ouais, hein. Ouais, c'est ça qu'il fallait. C'est ça qu'il te fallait, hein. Même les meilleurs élèves la ressentent et heureusement qu'il y a Yuji en mode bon gars qui va dire « Ah, enlevez votre capacité » juste pour lui taper dans le dos avec un grand sourire. Vraiment, Yuji, c'est le personnage que t'as envie de voir quand tout va mal, ouais. C'est vraiment, si je devais le définir, le bon gars. Tu vois, le mec qui ferait un bon pote. Si je me demande, ouais, qui sera un bon pote ? Yuji, il a l'air bon délire. Bah ouais. Face à ça, Gojo, il va enlever son kimono, révéler une tenue là qui est exactement celle de Toji. On n'a plus rien à dire. Ouais, gros dos, hein, il est chaud. Mais voilà, tout le monde lui tape dans le dos. Tout le monde lui souhaite bonne chance parce qu'il va le faire. Il va affronter Sukuna. Attention, on est obligé de s'arrêter sur le fait qu'il y a énormément de parallèles visuels avec Toji à ce moment précis. Et encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, il y a beaucoup de personnes qui se méprennent sur Gojo. Enfin, à mon sens, ce n'est pas du tout un personnage égoïste ou égocentrique. C'est justement ce que nous montrait le flashback de Gojo. Et tout le sens de ce flashback, c'est que Gojo n'est pas égocentrique parce que s'il l'était, il pourrait vriller d'un coup. Mais vraiment, il pourrait tuer n'importe qui. S'il n'a pas tué Geto par le passé, c'est parce qu'il avait encore espoir pour son ami. Voilà, il l'aimait encore. Et ce qui fait réellement peur quand on voit un Gojo qui ressemble à Toji, c'est de se dire qu'un jour, peut-être, il pourrait la perdre, cette humanité. Cette chose qui le retient. Cette infime chose, cette chose qui ne tient qu'à un fil, qui le retient juste de tout détruire depuis le début de la série. Gojo est autant celui qui peut gérer absolument tous les problèmes que celui qui peut tous les créer en pouvant tout détruire sur son passage. Gojo, c'est ça, c'est une force juste inarrêtable et tout ne tient au fait qu'il est dans le bon camp pour l'instant. Enfin bref, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je fasse une théorie sur Gojo ennemi, parce que ça pourrait vraiment arriver. Quoi qu'il en soit, rythme accéléré ou non, on y est. Le combat tant attendu. Et tout le monde est prêt. Yuji, dont la capacité de changer de corps reste mystérieuse. Yuta, avec possiblement une technique ultime du clan d'Inumaki. Et ils n'ont pas le choix. Car certes, le combat final arrive et Kenjaku bougera de son côté. Mais que ce soit Gojo ou Sukuna qui gagnera, le duel entre les plus forts va commencer. Le monde va trembler et personne n'en ressortira indemne. My best friend.